les états généraux des services publics territoriaux. L'état généraux des services publics territoriaux. Une campagne sur une longue durée, une campagne pour permettre à chaque syndicat de participer à la création des revendications. L'état généraux des services publics territoriaux. Défendre, promouvoir les services publics territoriaux. Mettre en avant le rôle et la place des agents. S'opposer à tous les échelons territoriaux, aux projets de destruction portés par le capital et le gouvernement. États généraux des services publics territoriaux. Nous avons mis pour vous 2 expositions que nous avons fait venir de la fédération. Donc prenez le temps de les regarder. L'IHS d'abord pour les 120 ans de la Fédération des services publics. Et puis ce qui nous intéresse aujourd'hui plus particulièrement, le débat sur les états généraux des services publics territoriaux. Cette exposition sera également la semaine prochaine à l'Union locale de Cournon, le lundi, mardi et mercredi. Donc ça sera ouvert au public et on sera heureux d'accueillir tout le monde qui pourra passer. Merci à tous et bon débat. Merci Stéphanie. Donc, bonjour à toutes et à tous. La coordination syndicale départementale, CGT, a l'honneur aujourd'hui de vous accueillir dans la salle des fêtes de la Maison du Peuple à Clermont-Ferrand pour débattre des services publics territoriaux. La Fédération CGT des services publics nous donne l'occasion de débattre à l'occasion des états généraux des services publics territoriaux. Quand on parle de services publics, on parle toujours de la santé, du transport, de l'éducation nationale, de la justice, etc. Soit. Mais aujourd'hui, la CSD, CGT 63, souhaite mettre en valeur les agentes et les agents territoriaux qui font vivre les services publics locaux au travers de leurs missions. Missions qui sont d'intérêt public pour toutes les citoyennes et tous les citoyens. Il s'agit d'un des nombreux fondements de notre République. À l'approche du scrutin des élections municipales, nous souhaitons que le débat se concentre uniquement sur les problématiques et les revendications des agents qu'ils portent. Pour ce débat, le choix des thématiques retenues sont, pour le premier thème, le rôle des services publics, le thème 2, leur financement, et pour terminer, le thème 3, rétablir et renforcer le statut du fonctionnaire. Je tenais à remercier pour l'animation de ce débat Héloïse Lebourg, ici présente, journaliste à Mediacorp, qui est venue bénévolement sur cet événement. Donc nous avons régulièrement contact avec Héloïse sur des problématiques nous concernant. Nous te remercions d'être à nos côtés et d'être une partenaire fidèle et d'être un relais de nos revendications. Merci à toi. Une cagnotte de soutien est à l'entrée. Vous pouvez y participer financièrement, mais Héloïse ne manquera pas de vous expliquer cette démarche. À cette table ronde sont présents, en tant que député de la première circonscription, Madame Maximie Marianne. En tant que représentant de la ville de Clermont-Ferrand et du CCAS, Monsieur Pilot Frédéric. En tant que président du SDIS 63 et premier vice-président du conseil départemental, Monsieur Cusin Jean-Paul. En tant que président du centre de gestion du Puy-de-Dôme, Monsieur Bernard Tony. Pour la Fédération des CGT des services publics, qui a fait le déplacement qu'on est venu chercher tout à l'heure à la gare, la secrétaire générale, Madame Paumé Natacha. Toujours
pour la Fédération CGT des services publics, membre du bureau fédéral et responsable du collectif des États généraux des services publics territoriaux, Monsieur Vala Sylvain. Dans ce débat, vous aurez l'occasion d'intervenir après chaque thème sur une question précise à un intervenant. Et merci de vous présenter lors de votre intervention. Bon débat à toutes et à tous. Alors on commence tout de suite. Vous êtes 1900 à la mairie de Clermont, 2200 à la métropole, 2700 au conseil départemental et 8800 sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Souvent, on parle de vous comme de la charge de personnel dans les budgets. Aujourd'hui, nous allons parler de vous comme la force de frappe de notre démocratie locale. Qu'il s'agisse de sécurité, de propreté, d'éducation ou de solidarité, rien ne se ferait sans vous. Les questions que je vais maintenant poser ne sont pas les miennes, mais celles des agents qui s'interrogent sur leur avenir, leur métier, le sens de leur mission. Nous avons donc décidé de garder 3 thèmes, comme l'a dit Audreyne. Le rôle des services publics, leur statut et leur financement. On va commencer donc tout de suite par le premier thème, le rôle des services publics. Et je commence par une question très large. Quelle est votre définition des services publics territoriaux? Alors il y a 3, on est 7 avec 3 micros. Vous prenez les 2, vous partagez, et nous on se partage à 3. Ça vous va? Alors qui commence? Quelle est la définition des services publics territoriaux selon vous? Ils ont peur. Alors, sans faire un cours de droit public, d'abord merci et bonjour à toutes et tous. Un service public, c'est un service qui met en œuvre une réponse à un besoin d'intérêt général et qui est pris en charge par une personne morale de droit public. Alors, puisqu'on parle de service public local, ça veut dire que c'est une collectivité territoriale, commune, département, région, ou un établissement public de coopération intercommunale, une communauté de communes, ou un service départemental d'incendie et de secours, on a le président Cusin avec nous, ou un CCAS, qui est un établissement public territorial. Voilà. C'est ces 2 conditions, un besoin d'intérêt général et mise en œuvre par une entité publique, personne morale de droit public. Autrement dit, on peut, toi et moi, aider quelqu'un à traverser, on va rendre un service au public, mais comme on est une personne physique et qu'on n'est pas une personne à nous tout seul morale de droit public, eh bien, on ne peut pas être un service public. Mais rendre service, c'est toujours agréable aussi. Bonjour à tous. Tout d'abord, je voudrais quand même excuser Olivier Bianchi, qui est absent aujourd'hui pour des raisons, on va dire, d'obsèques. Et donc c'est pour ça qu'il n'est pas présent. Il aurait voulu être parmi vous aujourd'hui. Enfin, en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que je pense qu'autour et dans cette salle, on est tous, le service public, on l'a tous chevillé au corps, et que si cette thématique ne nous intéressait pas, on ne serait pas là aujourd'hui. Moi, avant tout, ce qu'a dit Tony Bernard, je rejoins ce qu'il a pu dire. Aujourd'hui, je pense que le service public local, c'est avant tout un patrimoine commun. Un patrimoine commun, et surtout, aujourd'hui, dans on va dire, une société qui se fracture, une société qui est, on va dire, empreinte de doute. Je pense qu'aujourd'hui, le service public, c'est avant tout un service de protection et un service protecteur en direction de nos citoyens et de nos citoyennes. Donc moi, je le conçois avant tout, comme je vous le dis, comme véritablement un service protecteur. La collectivité protectrice, que ce soit une commune, un département ou une région. Donc alors on ira, je pense, un peu plus loin dans le débat, bien sûr, par la suite, c'est qu'il y a une étude, une étude de la Fondation Jean Jaurès qui a été publiée il y a quelques jours sur les services publics et les Français, on va dire, et c'est vrai qu'on va dire que nos concitoyens ont un fort attachement aux services publics, et comme je vous le dis, ce qui est normal, parce qu'avant tout, le service public est là pour les protéger, et surtout souvent protéger, bien sûr, les plus fragiles. Et la question aujourd'hui qui se pose, c'est qu'il y a une attente forte de nos concitoyens, et vous le vivez au quotidien, une attente forte, et aujourd'hui c'est comment faire mieux, très souvent avec potentiellement moins de moyens. Et je pense que c'est aussi une des réflexions qu'on aura, je pense, aujourd'hui et cet après-midi sur cette problématique de nos services publics, parce que vous le vivez au quotidien, vos difficultés, et vous avez des difficultés, et vous voyez très bien en face de vous des personnes, parce qu'on est là pour rendre un service
à nos concitoyens. On se rend bien compte que nos concitoyens aussi ont de plus en plus de difficultés, ont de plus en plus besoin de vous. On va continuer dans cette rotation. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'invitation. Quelques mots peut-être me concernant avant, parce qu'en regardant à la fois les collègues qui sont autour de moi, je me suis dit je dois être le plus libéral de cette assemblée, mais je l'assume bien volontiers, et c'est aussi la richesse des échanges que l'on peut avoir. Contrairement à ce que disait Tony tout à l'heure, moi je ne suis pas tombé dans le service public tout jeune, ça voudrait dire il y a très longtemps, mais j'y suis venu progressivement, notamment par les mandats dans lesquels je suis rentré, et ça m'a permis, venant du monde de l'entreprise, de mieux comprendre un environnement, des métiers, des préoccupations que finalement sur lesquelles j'avais pas tout le recul nécessaire. Et le mesurer aujourd'hui, autant, et ça a été évoqué dans la petite présentation d'entrée, bon, sur les trois fonctions publiques, autant celles d'État, celles hospitalières sont peut-être bien connues, ou en tout cas plus homogènes, et celles des collectivités, c'est sans doute tellement vous êtes proche finalement des personnes auxquelles vous rendez ce service au public, c'est devenu quelque chose qui s'est banalisé, sans que, je pense, tous les citoyens auxquels vous rendez ces services aient conscience de ce qu'il y a derrière. Donc ce type d'initiative est sans doute aussi fort intéressant, ne serait-ce que pour cette nature-là de réflexion, de se faire connaître. Moi, je rejoins effectivement ce que disait Frédéric juste avant. On voit dans nos collectivités, quelles qu'elles soient, la demande est croissante. Et c'est sans doute un reflet aussi d'une société qui est en difficulté. Et plus une société a des difficultés, plus elle a besoin d'être rassurée sur des points. Et sur de très nombreux points, c'est ce que vous contribuez à faire. Je le vois parler du SDIS tout à l'heure. Je salue les représentants d'ailleurs du SDIS qui sont présents dans l'Assemblée, mais on voit augmenter d'année en année le nombre d'interventions. Ça veut dire le recours au service départemental d'incendie et de secours. Ça veut dire qu'il y a une attente, qu'il y a un besoin, et c'est pas forcément sur de l'incendie, mais c'est aussi sur de la détresse sociale que les pompiers interviennent. Et je pense qu'il y a parmi vous de nombreux travailleurs sociaux qui le vivent au quotidien dans leur mission. Et on voit cette détresse parfois, ces difficultés qui émergent, qui prennent corps. Et le rempart que l'on trouve, alors je ne veux pas être nostalgique, mais il y a eu une époque, en tout cas, alors peut-être pas moi, mais mes prédécesseurs, mes parents ont pu connaître, dans les villes, il y avait un curé, il y avait une certaine stratification. Aujourd'hui, ce qui reste, ce sont les collectivités. Ce sont nos collectivités territoriales qui assurent tout qui sont en bas de l'entonnoir finalement, et tout ce que la société projette, tout ce que la société projette, ça revient vers vous, et c'est une vraie préoccupation que nous avons, que ce soit dans les communes. Je suis maire d'une commune, je suis donc élu départemental et avec la présidence du SDIS, on le voit sur ces trois périmètres. Donc c'est vraiment quelque chose d'important. Quelle réponse apporter? Mais je pense qu'on y reviendra tout à l'heure sur les questions qui pourront être évoquées. Déjà bonjour à toutes et tous, merci pour l'organisation de ce temps de débat et d'échange, effectivement autour d'un sujet qui est ici vous êtes tous celles et ceux qui font vivre le service public, les services publics locaux, mais qui est un sujet aujourd'hui qui est fortement attaqué dans le débat politique et public. Moi je vais peut-être aussi prendre un angle un peu plus large qui est celle de ma casquette en tant que parlementaire, mais vous dire que moi ce que j'observe à l'échelle de l'Assemblée nationale, c'est des attaques très fortes contre les services publics, d'ailleurs, qu'ils soient d'État, qu'ils soient hospitaliers, ou que ce soit les moyens qui sont alloués aux collectivités. Et donc, je vais peut-être faire une petite ouverture sur les questions d'austérité qui mettent très à mal les services publics locaux. Quand on baisse les budgets, les dotations, en tout cas qu'on les augmente pas quand il y a une inflation énorme et que les collectivités doivent faire avec des moyens de moins en moins forts pour faire vivre justement, et je rejoins tous les collègues qui ont parlé avant, des services dont les besoins augmentent, dont les usagers le disent, qu'aujourd'hui on a besoin d'un service public local fort
Et ce contexte, en fait, ne permet pas de renforcer réellement les services publics parce que on a des budgets qui se succèdent année après année, qui ne sont pas votés, qui passent en 49.3 et qui coupent dans les moyens qui sont alloués aux collectivités pour faire fonctionner ces services publics. Donc aujourd'hui, si je dois parler des services publics locaux, moi je devrais parler de leur défense vis-à-vis des offensives libérales qui les mettent très fortement à mal. Et quand on parle, je l'ai dit, des services publics, on pense évidemment en premier lieu aussi à celles et ceux, je l'ai dit, qui les font vivre, c'est-à-dire vous, et qui sont aussi mis à mal, je le pense, et quand on discute avec les agents, on se rend bien compte que c'est une période qui est difficile en termes de perte de sens, parce qu'on nous demande des missions de plus en plus complexes, avec des réalités sociales de plus en plus difficiles, dans un contexte où on a une logique très néolibérale qui emporte aussi ces fonctionnements-là, donc du coup qui mettent à mal les agents, puis avec une austérité qui s'applique aussi sur les salaires des agents, avec le gel du point d'indice, avec évidemment plein de choses qui pénalisent et qui rendent difficile aussi le travail. Mais ce qu'on voit aussi, même en période de crise, qui tient bon, effectivement, c'est les services publics locaux, parce que l'engagement de celles et ceux qui sont en première ligne font que ça tient. Mais moi, j'ai une inquiétude, évidemment, c'est pendant combien de temps encore, dans le contexte que je viens de décrire, on va pouvoir tenir, alors que ce serait normalement justement l'inverse qui devrait se passer, c'est-à-dire en moment de crise, parce qu'on vit une crise, plusieurs crises d'ailleurs, ça devrait être le moment, comme on le retrace dans l'histoire, où on devrait se poser la question d'inverser, changer de paradigme et de renforcer encore plus les services publics face à l'offensive aussi du secteur privé qui essaye évidemment de récupérer ce qu'ils peuvent. Et donc voilà, on est dans un moment un peu de bascule politique sur cette histoire des services publics dans laquelle on s'inscrit et qui sont très mis à mal en ce moment. Donc voilà ce que je pouvais dire moi en ouverture. Merci, bonjour à toutes et tous et vraiment un grand merci pour votre accueil et pour cette initiative qui est importante et qu'on a voulu à la fédération qui se développe partout en France et Sylvain et moi allons revenir un petit peu sur l'origine de ça. Alors, à la fédération CGT des services publics, on a l'habitude de dire que les services publics, c'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Ça paraît très simple, mais notamment, alors je ne vais pas revenir loin dans l'histoire, mais à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, il y a quelque chose qui nous est cher, c'est le programme du Conseil national de la résistance qui a construit le pacte de notre République sociale auquel nous sommes très fortement attachés, avec la création notamment du régime unique de sécurité sociale, la création du statut qui nous est cher également, et donc qui partit du principe que je paye des impôts avec mon voisin, mon collègue, mon ami, et nous mettons ça tout en place pour qu'il y ait de l'argent public pour élaborer, construire des services publics dont nous avons besoin, et c'est ce qui fait sens socialement. Et ce qui a fait que, à la Fédération, nous avons pensé aux états généraux des services publics territoriaux, c'est une période que nous avons tous vécue et qui nous a tous sidérés, c'est la période du Covid. Alors on a beaucoup parlé des soignants, mais on a quand même aussi un petit peu parlé de nous à travers les éboueurs et les ATSEM, qui étaient applaudis, salués. On a été salués par le président de la République, donc on se disait, alors on n'est pas naïf, mais on se disait, bon quand même, il dit qu'on est mal payé, qu'on n'est pas bien soutenu, etc., etc. Peut-être qu'on va avoir enfin des gels du point d'indice, et peut-être qu'on va développer, on ne sait jamais. Bon, c'est bien aussi à la CGT d'avoir un petit peu de naïveté, c'est ce qui nous permet quand même d'avancer, sinon bref. Et donc du coup, quant au sortir de ce Covid, parce que ça on l'a tous vécu aussi, qu'est-ce qu'on a eu? La mise en place des 1607 heures. Ouais. Enfin voilà quoi, waouh. Vous êtes des feignants, attendez, c'est pas ce que vous disiez il y a 6 mois, enfin bref. Donc du coup on s'est dit comment visibiliser et donc faire prendre conscience à la population, mais à nous-mêmes aussi, à nos collègues qui sont prêts à croire que nous sommes des paresseux, nous sommes trop bien payés pour ce que nous faisons, etc., etc. On avait besoin qu'il y ait cet éclair, ce ressenti, et puis surtout, comme on le voit sur les affiches, réaffirmer cette fierté d'être fonctionnaire et revendiquer cette fierté d'être fonctionnaire à statut, etc., etc. Et donc, du coup, on s'est dit, mais quoi de mieux que d'en parler tous ensemble, d'élaborer tous ensemble des revendications et de parler de ce qui nous est cher, nos missions et notre fierté, notre statut et les missions qu'on exerce au quotidien.
Je ne vais pas plus loin, puisque sinon je suis en train de prendre toute l'intervention de mon camarade. Mais voilà un petit peu ce qu'on veut, et c'est pour ça que vraiment je suis super contente d'être avec vous aujourd'hui. Merci ma camarade secrétaire générale, et puis c'est toujours un plaisir d'abord d'écouter notre secrétaire général fédéral, voilà, qui nous fait le plaisir d'être aujourd'hui ici. Effectivement, on a besoin de parler des services publics territoriaux. D'abord, je voulais remercier les camarades de la coordination syndicale départementale du 63 de nous permettre d'avoir ce temps d'échange et d'avoir ce débat au travers des états généraux des services publics territoriaux. L'occasion de remercier la camarade animatrice évidemment, mais aussi justement les élus politiques, y compris l'élu de droite, voilà, puisqu'il n'y a aucun souci, et au contraire, je trouve que c'est intéressant justement d'avoir un débat contradictoire et justement de parler de projets de société contre projets de société, justement, pour pouvoir mettre en avant les arguments qui sont les nôtres sur ces sujets. On a décidé de faire les états généraux des services publics territoriaux, comme l'a précisé Natacha, parce qu'on a besoin de parler de nos missions. Tout simplement parce que, vous l'avez toutes et tous dit, c'est vrai que quand on parle de la fonction publique, on parle de la fonction publique d'État, de prime abord, et on parle de la fonction publique hospitalière également. Et puis la fonction publique territoriale, finalement, c'est la grande oubliée, la grande invisible. Et pourtant, c'est celle qui est le plus utilisée. Voilà. Puisque les services publics territoriaux, chacune et chacun ici, on les utilise du moment où on est jusqu'après la mort. Puisque quand on est enregistré auprès de la commune où on est né, et après notre mort, ce sont des agents territoriaux qui s'occupent de notre sépulture. Voilà. Et puis ensuite, on est toutes et tous citoyens, et également, c'est pour ça que c'est intéressant que vous soyez là, les entreprises aussi, des utilisateurs quotidiens des services publics territoriaux. Je vais vous faire la journée typique. On se lève le matin, on prend une douche, l'eau qui coule, elle est amenée comment? Par un service public territorial. On sort ensuite, on rentre, la poubelle, qui c'est qui est venu récolter les déchets? Ce sont des agents de services publics territoriaux. On prend la route, on utilise la route, qui c'est qui entretient les routes? Ce sont des agents de services publics territorial. On va déposer le môme à la crèche ou à l'école ou au collège ou au lycée, etc. Et tout ça, c'est qui l'assure? C'est également des services publics territoriaux. On a besoin d'avoir un papier quel qu'il soit, on se rend où? Au conseil départemental, on se rend en mairie, etc. pour avoir ces papiers. Le soir, on veut faire du sport, on va avoir un petit peu de loisir ou avoir un petit moment culturel. Qui c'est qui l'assure? C'est des agents aussi du service public territorial. On va voir papy et mamie aussi dans un EHPAD. C'est un EHPAD de proximité. Qui c'est qui l'assure? C'est des agents de service public territorial, etc., etc., etc. Donc oui, on a plus qu'intérêt à parler des services publics territoriaux à l'heure actuelle. Et puis, l'actualité nous donne malheureusement raison. Voilà. Parce que l'heure est grave. À la CGT, on dit c'est minuit moins le quart, minuit moins 5. Aujourd'hui, on est à minuit moins 1 face à l'arrivée de l'extrême droite éventuelle au pouvoir. L'extrême droite, elle fait campagne et elle se propage en raison des inégalités de services publics en territoire. Et justement, valoriser et faire en sorte que chacune et chacun, on puisse répondre aux besoins quotidiens de l'ensemble de la population, et ce, de manière la plus égale possible, et ben c'est la première chose à faire pour justement contrer la montée de l'extrême droite. Bravo, oui, mais enfin on est quand même dans les choux, ça fait 17 minutes pour une question. Alors on va en enlever un petit peu, je vais passer directement à une autre. Hein. Moi, parce qu'il y en avait une sur ça justement qui m'intéressait, mais on y reviendra peut-être si on a le temps, d'accord? Mais moi je voulais savoir dans un contexte de recentralisation des décisions justement, alors peut-être voir avec toi Marianne au niveau national, mais comment on préserve le rôle de proximité des collectivités territoriales, c'est-à-dire entre la décision nationale et la réalité locale. J'aimerais bien qu'on peut-être discute là-dessus. Alors on va peut-être commencer par quelqu'un d'autre, pas toujours les mêmes, peut-être...
Ta question, c'est la question du lien entre les décisions prises, par exemple, à l'Assemblée nationale au hasard et ses conséquences en local. C'est ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure. On a aujourd'hui, mais on est là, on est des politiques. On a depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron, alors on pourrait revenir avant, mais moi je vais parler des derniers mandats et du président qui est encore présent, une offensive violente, brutale, contre les services publics dans leur diversité, qu'ils soient d'État, qu'ils soient locaux ou qu'ils soient hospitaliers. On a quelque chose quand on a un discours politique et il y a une méconnaissance des enjeux locaux. La Macronie l'a beaucoup caractérisé, ça. C'est aussi des élus qui ne siègent pas beaucoup dans les collectivités locales. Et par exemple, moi je suis membre de la Commission des Finances, donc ça fait 4 budgets que je suis assidûment, avec une vraie bataille politique pour réussir à augmenter les moyens de nos services publics, augmenter la solidarité nationale, augmenter, tout ce que les besoins, pour répondre aux besoins de la population, c'est ce qu'on disait, moi, j'entends des choses qui sont assez hallucinantes. C'est-à-dire que dans un moment où on a de l'argent disponible dans ce pays, je crois qu'on ne peut pas nier le fait qu'on est un pays riche, qu'on a des très très grandes fortunes qui ne payent pas leur part d'impôt, on nous dit qu'il n'y a qu'une seule solution, c'est l'austérité. Et cette austérité, quand on la met sur les collectivités, elle a un effet boule de neige qui est encore plus violent qu'ailleurs, je dirais. Parce que l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir, c'est la mise à mal de la souveraineté des collectivités locales. C'est-à-dire d'avoir enlevé tout ce qui permettait aux collectivités d'organiser la fiscalité. Par exemple, la suppression de la taxe d'habitation. Alors quand on regarde rapidement, on pourrait se dire que c'est une bonne idée, sauf qu'en fait, ça a favorisé particulièrement les plus riches de ce pays, en fait, la suppression de la taxe d'habitation. Et ça a enlevé des recettes qui ont été très mal compensées pour les collectivités, donc qui ont restreint leur marge de manœuvre. Et en fait, depuis que moi je suis députée, j'entends que ça, c'est-à-dire comment on enlève toute forme de souveraineté aux collectivités, et ce qui leur permet plus de faire en fait les choix politiques. Sur la métropole, par exemple, là c'était les impôts de production. Moi, j'ai jamais croisé une seule entreprise en local qui m'a dit il faut baisser les impôts de production. Ça n'existe pas. Parce que, ce qu'on a dit, effectivement, les entreprises bénéficient elles-mêmes en direct aux services publics locaux, je veux dire les routes, les crèches, une entreprise, elle use comme un usager lambda, un citoyen, une citoyenne, des services publics, donc c'est normal qu'elle y contribue. Et la Macronie a fait en sorte d'affaiblir systématiquement, dès qu'ils ont pu par chaque PLF, chaque budget, tous ces leviers fiscaux que pouvaient avoir à la fois les EPCI et les communes. Et en fait, ça a des conséquences très concrètes. Et on l'a vu au moment de la crise inflationniste en 2022-2023, où des communes ne savaient même plus comment on pouvait chauffer des piscines. On n'avait plus les moyens de faire tourner des cantines. Il y a des endroits, les besoins étaient immenses et il n'y avait aucune aide de la Macronie. Donc on voit bien le décalage entre le discours qu'on peut entendre, on n'a pas le choix, et les choix qu'ils font en fait. Ils les font consciemment. Et je fais là aussi peut-être une ouverture un peu large, mais la vraie question de fond, c'est à quoi servent les impôts pour financer quoi ? Et qui les paye ces impôts? Aujourd'hui, sur qui repose l'effort fiscal dans ce pays? C'est les classes moyennes qui portent l'impôt, et les très riches de ce pays. Vous avez entendu le débat sur la taxe Zuckman, qui est le minimum syndical qu'on peut faire en fait pour mettre à niveau. C'est juste égaliser la juste part d'impôt que paieraient normalement les riches. Moi, je trouve que c'est pas suffisant. Je le dis, mais voilà, ça aurait été déjà un bon début, et ça aurait permis de ne pas couper dans les budgets des services publics, de ne pas couper dans les budgets des collectivités locales. Donc vous voyez, c'est des choix politiques, et entre les décisions qui sont prises à l'Assemblée nationale par une majorité à droite, et là pour le coup le Rassemblement national participe à soutenir ces décisions qui sont de l'austérité, à faire en sorte que les riches soient épargnés dans l'effort collectif dont on a besoin pour faire tourner nos services publics, et concrètement, dans le terrain, on voit nous que ces décisions, elles nous impactent, elles impactent les agents, mais elles impactent aussi les usagers, les usagères des services publics, parce que plus on les affaiblit, plus c'est les plus précaires, les plus vulnérables de notre société qui en paieront aussi les conséquences. Je veux dire quelques mots, mais je suis très rapide, et pour dire, ça peut étonner, mais je suis assez d'accord sur le constat qui est fait, et notamment sur ce qui est pour moi un leurre aujourd'hui, c'est la liberté d'administration des collectivités. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, et Marianne l'a parfaitement décrit, c'est quelque chose qui, tout en étant un principe constitutionnel, n'est pas respecté dans les faits. Parce qu'aujourd'hui, les collectivités n'ont jamais été autant dépendantes de ce que l'État peut leur accorder. Lorsque l'on décide de donner, parce que c'est nécessaire de prioriser, et je prendrai l'exemple du département où j'anime la politique sociale, depuis le budget de 2022 jusqu'à celui de 2025, on a augmenté la part de la masse salariale au global de 13,8%.
Mais ça, on l'a fait au détriment d'autres politiques qui seraient aussi tout aussi importantes. Quand on a recruté 110 agents au niveau départemental, donc avec effectivement les rémunérations, et on le sait parce que beaucoup de collectivités, alors je le vois comparativement sur celles que je connais, je pense que le département est celui qui est le plus pris en ciseaux entre des prestations sociales qu'il faut verser, parce qu'on a des concitoyens qui sont en détresse, il faut les accompagner, il y a des prestations à verser, mais pour autant, eh bien vous n'avez pas la capacité de gérer vos recettes à la hauteur des ambitions. Vous dépendez aujourd'hui, ce dont on dépend, mais qui est une conséquence qui certaines années peut être heureuse, d'autres malheureuse, c'est la DMTO, les frais de notaire, hein, puisque chaque fois qu'il y a une transaction qui est faite par devant notaire, il y a une part qui revient aux collectivités, que ce soit la commune, le département. Le département, en l'espace d'une année, lorsqu'il y a eu l'effondrement, on va dire la cassure, on a perdu 30 millions de recettes. Quand vous perdez 30 millions de recettes, c'est une catastrophe. Vous êtes obligé de serrer les boulons un peu de partout. Et malheureusement, mais vous le vivez, donc je ne vais pas vous choquer en vous le disant, vous êtes parfois la variable d'ajustement, parce qu'il faut effectivement contraindre les choses, et il n'est pas question de ne pas payer le RSA à ceux qui en ont besoin, et un certain nombre d'autres prestations. Donc c'est vraiment, moi, quelque chose, et là-dessus, je rejoins tout à fait ce que dit Marianne. Après, sur les solutions, on peut peut-être diverger un peu, mais en tout cas, on partage le constat. On partage le constat que cette liberté d'administration des collectivités, pour moi, aujourd'hui, c'est un leurre. Voilà, mais je ne serai pas plus long. Je rejoins aussi, hein, je ne vais pas être très original, mais je rejoins les propos des deux intervenants précédents. Avant tout, c'est ce que je disais un peu en introduction, on va dire, c'est aujourd'hui la question et l'équation qu'on a, nous, à se poser collectivement, c'est, hélas, à travers ces politiques d'austérité, c'est comment faire mieux, parce qu'on a une demande toujours aussi forte, voire de plus en plus importante de nos concitoyens, avec moins de moyens. C'est, on va dire, le paradoxe français aujourd'hui. C'est un vrai paradoxe. C'est-à-dire que nos concitoyens aujourd'hui demandent toujours plus. Vous le vivez, vous êtes en frontal, vous êtes en direct vis-à-vis de nos concitoyens et vous vous en rendez bien compte qu'ils en demandent toujours plus. Et les collectivités, au sens large, ont de moins en moins de moyens. On regarde des politiques d'austérité. Et là se pose véritablement la question de comment on fait vivre le service public. Aujourd'hui, c'est vous qui faites tenir ce service public avec, on en a conscience, hein, des conditions de travail aussi qui se dégradent, parce qu'on vous en demande toujours plus, avec toujours moins de moyens. Donc aujourd'hui, il faut qu'on se pose la question véritablement, bien sûr, du financement. Dans ce financement, le financement du service public, aujourd'hui, il n'y a pas 15 000 solutions. Il vient soit de dotations de l'État, il vient soit des impôts, et comme l'a expliqué Marianne, le levier fiscal des collectivités locales aujourd'hui, il nous a été confisqué, donc on a quasiment plus le levier fiscal, et après c'est potentiellement la redevance, la contribution de l'usager au service public. Les sources de financement, il n'y en a pas 15 000, elles sont là. Alors soit après, potentiellement, on peut aller rechercher des sources de financement extérieures, etc. Moi, je voudrais quand même revenir sur un point aussi qui est important. C'est dans l'idée aujourd'hui où nos concitoyens nous en demandent toujours plus. Et c'est vrai que je déborde peut-être du cadre, et encore, pas sûr, mais comme je dis, dans les collectivités, alors je parle d'une mairie, d'un CCAS, l'ADN aujourd'hui de la ville de Clermont-Ferrand, tout de même, on est en campagne électorale, mais l'ADN de cette ville, c'est avant tout avoir des services publics qui sont gérés en régie. C'est notre particularité. On a énormément de collectivités qui délèguent, qui confient au privé. Aujourd'hui, une de nos particularités, c'est celle-ci. Et on la revendique haut et fort parce que, comme on vous le dit, hein, notre ADN à Clermont-Ferrand, c'est avant tout le service public qui doit continuer de vivre. Et c'est les agents publics qui doivent le faire vivre et non pas des agents de droit privé. Mais aujourd'hui, on se rend bien compte que nous allons, et que les collectivités, on va sur des champs qu'auparavant on n'avait pas à travailler, comme par exemple la santé, l'accès aux soins, la construction de maisons de santé. C'est pas
l'ADN, enfin, c'est pas avant tout un service public territorial, comment vous pouvez l'imaginer, c'est de la compétence, entre autres, de l'État. Je ne parlerai pas plus de la sécurité que ça, mais dans l'imaginaire aussi, la sécurité, avant tout, c'est une prérogative de l'État. Et aujourd'hui, on demande de plus en plus aux collectivités. Et pourquoi? Parce que l'État est défaillant. Donc les collectivités s'emparent aussi de certaines compétences. Donc on élargit le spectre, on va dire, des services publics territoriaux avec ces domaines-là, avec, comme je vous l'ai déjà dit, moins de moyens, une demande toujours aussi forte de nos concitoyens. Donc à un moment, je pense qu'il faudra se poser la question, alors là, moi je ne suis pas parlementaire, donc, mais il faudra quand même se poser à un moment, je pense, la question d'une nouvelle étape de décentralisation pour redéfinir les compétences potentiellement des collectivités territoriales pour qu'on sache aussi où on va. Ça permet aussi, vous, de donner du sens à vos missions, parce qu'aujourd'hui, des fois, vous avez des missions qui sont très très larges, et aussi, je pense que ça permet à nos concitoyens de mieux comprendre aussi l'organisation territoriale et l'organisation de notre pays, parce qu'aujourd'hui, même nos concitoyens sont totalement perdus dans cette organisation, parce que tout le monde va sur le champ de tout le monde, et on s'y perd. Et là, dans un moment où en plus on a peu ou pas de moyens, des fois potentiellement des collectivités peuvent se marcher sur les pieds en dépensant de l'argent public pour des mêmes choses, et des fois ils vont potentiellement pas dans le même sens. Donc je pense que ça c'est un enjeu qui est fort, qui est moins, on va dire, aujourd'hui, peut-être dans vos préoccupations au quotidien, dans vos conditions de travail, ça je l'entends, mais je pense qu'à un moment il faudra se poser cette question-là, sur une nouvelle répartition pour qu'on arrive de nouveau à une vraie lisibilité sur nos services publics territoriaux et que aussi nos concitoyens le comprennent. Je ne vais pas être d'accord. Cher Frédéric, sur un point essentiel, c'est qu'en l'état de la répartition des finances publiques, je ne suis pas du tout militant d'un nouvel acte de décentralisation. Parce qu'avec ce qui nous manque déjà pour financer ce qu'on a à faire, c'est pas la peine que l'État nous en transfère un peu plus avec un peu moins d'argent. Non mais, j'ai bien compris que c'était pas je sais pourquoi tu militais. Mais c'est histoire de donner le sentiment que des fois on a des nuances, sinon vous allez finir par vous endormir. Bon. Mais c'est rappeler qu'il y a quand même un super enjeu financier dans tout ça. Et là, on a un peu l'impression de quoi? C'est que il n'y a pas de gros écart entre les discours qui sont tenus par les uns et les autres. Pourquoi? Parce qu'on est des élus de terrain. La détresse, la misère, les difficultés, on les partage avec les habitants que nous représentons. Là où par contre il y a une vraie problématique, et là je laisserai Marianne éventuellement commenter ou donner des exemples, enfin on les voit tous les exemples, c'est qu'il y a une déconnexion avec la classe politique nationale. Tout à l'heure il a été fait référence, et une référence qui est chère à tout le monde ici, j'en suis sûr, du Conseil national de la résistance, le programme Les Jours Heureux, et la libération avec notamment le préambule de la Constitution de 46 qui, on a gardé ça heureusement, sinon je ne sais pas ce qui nous resterait comme service public, mais le préambule de 46 qui garantit tous les droits sociaux. Et si je fais référence à l'origine de cette histoire du service public, parce qu'on parle du statut, mais le statut, effectivement, premier statut, c'est la loi du 19 octobre 46, qui était l'unique statut général de l'État avant qu'il soit dupliqué hospitalière et territorial au début des années 80. Mais on était sur quel paysage politique? On était sur un paysage politique qui regroupait au Parlement des communistes aux gaullistes. Et ben, il restait quoi? Si vous avez fait tout ce champ politique, ben, il restait les collabos, quoi. Bon. Aujourd'hui, on a un peu l'impression que alors je ne parle pas de collaboration, hein, qu'on m'entende bien, mais on a un peu l'impression que l'attachement au service public, elle est en train de se réduire à des élus locaux de toutes tendances politiques confondues, d'ailleurs, parce que on est les pieds dans la glaise, on se rend bien compte que sans service public, il n'y a plus rien qui va tenir, et le minuit moins une, on va être à minuit et quart bientôt. Hein, bon. Donc, eh bien, c'est cette éducation qu'il faut avoir à l'échelle de nos concitoyens. Et là où je vilipende un peu la classe politique nationale,
c'est cette espèce de concours Lépine depuis 25 ans. Et on peut y mettre des majorités de tous bords politiques. Hein, parce que la taxe d'habitation, les premiers qui l'ont baissée, ils avaient une rose au bout du poing. Bon, et j'en fais partie, donc je ne suis pas en train de dire une vacherie. Hein. Simplement, on a commencé par supprimer la part régionale de la taxe d'habitation, pour ceux qui se souviennent de cette histoire. Après, ça c'était les régions qui ont perdu ça. On a supprimé la vignette automobile, c'est le département qui commence à perdre ça. Donc, on a donné le sentiment de prendre les usagers et les citoyens pour des imbéciles, en leur faisant croire qu'on allait acheter leur suffrage aux élections présidentielles et législatives en faisant miroiter des baisses d'impôts. Mais si on avait posé la question autrement, en disant aux électrices et aux électeurs, est-ce que vous voulez attendre 5 ans pour avoir un jugement de divorce, ou un jugement tout court? Est-ce que vous voulez 45 élèves dans la classe de vos gosses? Est-ce que vous voulez attendre 6 heures aux urgences? Il n'y a personne qui aurait voté pour des programmes comme ça. Donc aujourd'hui, c'est bien une question de pédagogie qu'il faut... et c'est pour ça qu'une initiative comme celle d'aujourd'hui est très heureuse. Il faudrait qu'on soit 200 000 ici pour écouter tout ce qui se dit. Et donc, pour les collectivités territoriales, mais globalement pour l'État, on a eu un effet ciseau de transfert de compétences. Et ce qui n'a pas été transféré, on le prend parce qu'il y a nécessité, que l'a très bien dit Frédéric, sur les zones blanches médicales, les problèmes de police de proximité. Parce qu'on parle de police, mais il y a police et police. Hein. L'État a supprimé la police de proximité. Et a dit aux collectivités territoriales que les polices municipales, vous allez faire le boulot. Bon, sauf qu'il n'y a pas l'argent. Si on avait hérité de l'argent de la suppression des budgets de police de proximité, on aurait pu embaucher quelques territoriaux avec. Et dans le même temps, on a eu une diminution des dotations. Là aussi, ça n'a pas commencé forcément qu'avec des libéraux, mon cher Jean-Paul, cette histoire de baisse des dotations. J'ai fait le calcul sur 10 ans. Le cumul des baisses de dotations pour les collectivités territoriales, on a dépassé les 200 milliards. Voilà. Donc, il faut le faire savoir, hein. Il nous manque 200 milliards sur les 10 dernières années pour rendre le même service public. Et de fait, c'est plus le même service public parce qu'on a des besoins qui ont augmenté. Donc, oui, il faut aller prudemment vers le transfert de compétences. Il faut surtout réhabiliter dans un pays qui promeut un régime républicain. Et si on attaché au régime républicain, il faut réhabiliter l'impôt, la vertu de l'impôt, et que les écarts entre ceux qui en payent le moins et ceux qui en payent le plus se réduisent. Je parle de ceux qui sont en haut. Hein. Ça a été rappelé par Marianne, il y a un moment, le consentement à payer l'impôt, c'est un principe qui date de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, le consentement à payer l'impôt, il va se dégrader si on considère qu'il y en a qui échappent et que ce n'est pas les plus malheureux. Alors, on va systématiquement se partager pour ne pas parler tous les deux et pouvoir répondre. Donc sur la question que tu posais, bien entendu que nous sommes favorables à la décentralisation, puisque nous sommes issus de l'acte 1 de la décentralisation du début des années 80, et que la CGT porte le fait que des services publics de proximité sont ceux qui peuvent répondre le mieux aux besoins de proximité. C'est pas à Paris qu'on va décider telle route ou telle route qui sera construite à Clermont-Ferrand. On a besoin de services publics de proximité et d'agents publics de proximité, avec un statut, chose qu'on a effectivement gagné seulement au début des années 80. Donc là, ce que l'on voit avec les tentatives de recentralisation, mais depuis maintenant quelques années, c'est tout un mécanisme qui se déploie. Alors je le situerai moi à partir de 2010 et la suppression de la taxe professionnelle qui a été un premier coup d'épée dur dans les moyens financiers des collectivités locales qui jusque-là allaient bon an mal an. L'acte 2 déjà de décentralisation avait quand même mis un coup d'arrêt aussi, puisqu'on transférait énormément de personnel, énormément de missions, notamment les routes et la gestion des établissements publics d'enseignement, qui représentaient énormément de missions, pas avec les moyens qui allaient en parallèle. Je me souviens notamment de la mise en place de l'APA, l'allocation personnalisée d'autonomie, qui pareil a fait bondir nombre de présidents de conseils départementaux parce que les dépenses ont beaucoup augmenté et donc on s'est mis à parler très rapidement d'effet ciseaux.
Mais ce qui est clair, c'est que dès l'instant que l'État a décidé de réduire les dépenses publiques, et c'est un discours qu'on entend notamment depuis la crise des subprimes en 2008, où ça a été voilà, le grand mantra qu'on ne cesse de nous répéter, alors que non, il faut augmenter la dépense publique. On paye l'impôt, on est riche, enfin je ne vais pas répéter ce qu'a dit Marianne, mais voilà, on est un pays riche, on a les besoins, on a les moyens d'augmenter la dépense publique et de vivre mieux toutes et tous ensemble. Mais bref, pour revenir à ma démonstration, parce que l'État a décidé de réduire les dépenses publiques d'abord pour lui-même et que les collectivités continuaient à répondre aux besoins sociaux, donc à augmenter la dépense publique, ben l'État, les différents gouvernements, depuis 2010, tous les différents gouvernements, depuis 2010, ont cherché par différents leviers à contraindre les collectivités à baisser les dépenses publiques. C'est la suppression d'impôts, mais c'est aussi la suppression ou la modification sur la possibilité de lever l'impôt, que ce soit la suppression de la taxe professionnelle, que ce soit la suppression de la taxe d'habitation, que ce soit effectivement les effets sur les droits de mutation, mais à continuer à transférer des compétences. Et Sylvain me soufflait tout à l'heure un des exemples, mais qui est en plus dangereux pour la démocratie. Les transferts de compétences non avouées, déguisées, de compétences de la police nationale vers la police municipale. Et encore, heureusement qu'on a encore aujourd'hui un statut qui est pourtant fortement battu en brèche. Mais que pensez-vous qu'il se passe dans les mairies tenues par le Rassemblement national ou par l'extrême droite? La police municipale, au lieu de se croire la police de la collectivité, elle se prend souvent pour la police du maire. Vous imaginez les conséquences? Voilà. C'est ça qui est dramatique et c'est pour cela que l'on se bat, oui, à une fonction publique territoriale, à des services publics locaux, à de la décentralisation et non pas à de la recentralisation. Nous sommes fiers de pouvoir être au plus près de la population, mais attention à toutes ces attaques qui petit à petit forment un puzzle destructeur pour notre République sociale auquel nous sommes attachés. Et donc là-dessus, c'est pour ça que vraiment nous sommes attachés au statut, c'est pas pour l'aspect protecteur pour les agents, bien qu'il est tout à fait normal que nous pensions à nous, mais c'est surtout protecteur pour la population. Manque de moyens, suppression de missions, suppression de postes, c'est une grave atteinte à la démocratie. Donc c'est vraiment là-dessus, et parce qu'on a besoin de débattre comme ça entre nous de ces éléments-là, que l'on a fait ces états généraux, et je trouve justement la tenue du débat de très bonne tenue. Est-ce que j'avais oublié? Voilà, donc les problèmes de recentralisation, c'est qu'on éloigne petit à petit les lieux de décision des lieux de démocratie locale et des lieux d'expression de démocratie locale. Expression de démocratie locale dont on a besoin et dont, que ce soit nous, la population, les agents, on aspire de plus en plus, on a envie et besoin de se mêler de ce qui nous regarde. C'est vraiment, enfin voilà, on n'accepte plus qu'un ordre vienne d'en haut et qu'il soit appliqué n'importe comment. Et donc pour répondre à ces aspirations de démocratie locale, il faut des actes de décentralisation, mais des actes de décentralisation avec les moyens pour y parvenir, et non pas des choses comme notamment l'acte 2 ou même les projets que les ministres ont dans leur tiroir. Hein. C'est pas fameux ce qu'on nous prépare, donc il faudra être vigilant justement quand on aura un nouveau ministre de la fonction publique, parce que vous le savez, depuis que le ministre de la fonction publique a été nommé pour remplacer Amélie de Montchalin, vous voyez le mépris quand même, hein. Ça fait une semaine que les près de 6 millions de fonctionnaires n'ont plus de ministre. C'est dire l'importance que le gouvernement apporte à notre crédit, il faudra savoir lui rappeler au moment voulu. Alors on a fait 2 questions, 41 minutes, on est bon. On va du coup peut-être passer directement aux questions, parce que si je leur repose une, ça nous met dedans. On va peut-être passer directement aux questions du public. Alors la règle elle est très simple, hein. Vous donnez votre nom si je me souviens bien, et vous donnez la question à la personne, enfin vous dites à la personne à laquelle vous voulez poser la question. Bonjour, Thibaut, je suis agent de la métropole. C'était sur la toute première question sur votre définition des services publics territoriaux. J'avais en tête de vous demander aussi qu'est-ce qui rentre dans le périmètre des services publics territoriaux pour vous. Vous l'avez dit à Clermont, l'eau est en régie, c'est pas pareil pour tout le monde. Est-ce que vous pouvez nous exposer éventuellement vos différences sur ce qui doit être un service public territorial et ce qui ne l'est pas pour vous? Vous vous adressez à qui? Ah, faut que je dise une personne en particulier.
Sinon, ça va être encore très long. Hein. Ah non, c'était un truc général. Bon, ils ont le droit à même pas une minute chacun. Ou quelqu'un vous... Je veux bien faire tous ces trucs dans le prolongement de la première réponse, c'est que il y a de manière assez simple ce qui est obligatoire pour les collectivités territoriales, quel que soit leur niveau de compétence et leur niveau d'échelon territorial. Et puis il y a ce qui est facultatif. Alors là encore, on aurait pu développer le sujet, hein, mais depuis la loi du 16 décembre 2010, on a supprimé, alors c'était renforcé par la loi NOTRe, on a supprimé la clause générale de compétences qui permettait aux départements et aux régions de faire autre chose que leurs compétences obligatoires. Et il ne reste plus que le bloc local et essentiellement les communes qui disposent de la clause générale de compétences, c'est-à-dire de prendre en charge n'importe quelle politique publique considérée comme d'intérêt général et n'étant pas obligatoire. Sauf qu'il y a une autre façon de dévitaliser la clause générale de compétences, c'est la baisse des dotations, parce qu'on pourrait vouloir mettre en œuvre des politiques publiques, mais s'il n'y a plus les moyens, ou si les seuls moyens, c'est de payer des redevances aux usagers et que les usagers sont en situation sociale qui ne leur permet pas de payer une redevance, on est un petit peu coincé. Et après, je dirais que le périmètre des services publics, il est aussi lié à la demande citoyenne. Qu'est-ce que les gens expriment comme demande et quel bilan les collectivités font de l'exploitation. Parce que tout à l'heure, il a été parlé de déléguer le service public. Et quand on regarde bien, une DSP, ça coûte plus cher qu'un service en régie. Parce que il faut rémunérer les actionnaires, mais sinon il n'y a pas d'entreprise privée, ce qui est logique. Et en soi, dans les domaines où elles ont vocation à prospérer, pourquoi pas. Mais dans les domaines qui correspondent à des besoins d'intérêt général, et répondre à un besoin d'intérêt général, c'est rarement bénéficiaire. Parce que, ou alors on abandonne l'idée d'aménagement du territoire. Pourquoi ? Ça va être bénéficiaire dans les zones où il y a une forte densité de population. Mais là, donc les zones urbaines, et dans les zones rurales où il y a une faible densité de population, c'est moins rentable, et donc là il n'y a pas d'offre. Donc si on veut vraiment l'égalité territoriale et l'égalité républicaine, il n'y a que le service public qui peut mettre en place une réponse adaptée aux besoins d'une population. On le voit bien, les départements couvrent les zones blanches de téléphonie mobile. On ne peut quand même pas dire que les opérateurs ne sont pas gavés par ailleurs. Hein. Et d'autres exemples comme ça. Donc le service public en régie, c'est quand même ce qu'on fait de mieux et à prix coûtant. Donc c'est une façon de vous répondre. Ouais, moi je voulais aussi, je rejoins ce qui vient d'être dit par Tony Bernard, mais dire qu'il y a... Quand l'État désorganise, privatise, met en concurrence, l'échelle locale peut être aussi celle où on se réapproprie justement par des régies publiques. Il y a celle de l'eau, effectivement, ici c'est encore en régie publique. Il y a plein de communes qui ont laissé ça à Veolia. Et Veolia est au taquet pour récupérer le moindre marché. Mais il y a d'autres sujets que l'eau. Par exemple, la question de l'énergie. L'énergie, aujourd'hui, c'est tellement dérégulé au niveau européen. Et donc, les conséquences pour les collectivités, pour les usagers et les usagères, c'est l'explosion des factures. Par exemple, les régies publiques sur l'énergie, ça existe dans des communes. C'est des choses que, par exemple, nous, on porte et qu'on pense qui sont utiles à mettre en place pour aussi faire... bouclier protecteur vis-à-vis des habitants et des habitantes. Le marché, il est féroce, il est vorace, il essaye de tout emporter, et tu l'as très bien dit, c'est que le privé ne fera pas mieux et va coûter plus cher. Quand il y a des actionnaires derrière, je sais pas, on pourrait prendre l'exemple de l'aéroport de Clermont, hein. Vinci, c'est des actionnaires à qui on donne de l'argent. Le financement public sert à rémunérer des actionnaires aujourd'hui. Donc il y a des moments, il faut qu'on se pose aussi la question de qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui est stratégique à une échelle locale pour les habitants et les habitantes pour répondre aux besoins. C'est pas des demandes, c'est des besoins. Moi j'insiste là-dessus aussi, hein, partir des besoins, c'est comme ça qu'on construit une politique qui est adaptée. Et donc on peut développer à l'échelle locale des services publics. Et je pense qu'il le faut parce que les délégations de services publics, notamment sur des secteurs hyper marchands comme l'énergie, on rémunère des actionnaires ou des fonds de pension, des fonds d'investissement qui sont eux au taquet pour tout prendre et tout emporter nos équipements. Et juste, il y a un chiffre qui a été donné tout à l'heure, c'est les 200 milliards qui manquent. Juste un chiffre, hein, c'est 211 milliards qu'on donne aux grandes entreprises sans contrepartie dans notre pays. Donc pour dire que quand on nous dit il n'y a pas d'argent, ce sont toujours des choix politiques de gaver toujours les mêmes pour prendre toujours aux mêmes. Donc voilà, c'était aussi une petite comparaison de chiffres. Une autre question ? Bonjour tout le monde, Montserrat Porté, je suis agente à la métropole.
Une petite question concernant, en fait, on est tous ici des agents ou presque et agents de la métropole ou d'autres collectivités. La notion de service public, je pense qu'on l'a tous et on sait très clairement ce que cela veut dire. Quand on dit service public rendu à la population, ça veut dire effectivement que derrière il y a des agentes et des agents qui travaillent pour que ces services publics soient faits le mieux possible pour la population. Je sais que dans la salle, il y a des personnes qui travaillent notamment dans des EHPAD. J'ai la voix qui tremble, je suis désolée, mais c'est un peu l'émotion. Et je sais à quel point c'est un métier difficile. Je viens d'entendre Marianne parler effectivement des dividendes qu'on donne aux actionnaires. Moi, j'ai envie de demander à quel moment les agentes et les agents qui font fonctionner ces services publics vont vraiment être prises en considération, notamment en termes de salaire, quand on sait que beaucoup d'entre nous, et moi la première, je suis cadre C, je vais bientôt partir à la retraite. Je ne vais pas me plaindre à 1400 € à la retraite, youpla boum, d'accord? Mais je sais pertinemment qu'il y en a beaucoup d'autres qui vont partir avec moins que ça, qui actuellement font des métiers durs pour moins que le SMIC. Ça me met en colère, vraiment. Alors je ne suis pas convaincue que vous puissiez répondre à ma question. Peut-être Marianne, peut-être, je ne sais pas. Mais vraiment, moi je suis admirative et je tire mon chapeau. Pas à moi, moi je travaille dans un bureau. Mais à toutes ces personnes qui sont sur le terrain, qui sont auprès des personnes en difficulté, qui font en sorte que le service public perdure pour donner du fric à d'autres. Voilà. Il n'y a pas de réponse. C'est un constat. Et je rejoins ce que vient de dire Montserrat juste sur la question de, par exemple dans les EHPAD, ça a été expliqué tout à l'heure, hein. Le Covid, on a pensé quand même assez avec optimisme qu'on allait remonter, déjà dégeler le point d'indice, mais surtout augmenter les salaires en fait des premiers de corvée, ceux qui étaient là, qui ont tenu bon dans le service public, qui ont tenu bon partout. La seule réponse qui a été donnée, c'est la prime Ségur, qui est franchement des miettes. Pour celles et ceux, et souvent celles qui font ces métiers-là. Et je dois dire, c'est aussi des primes qui ne sont pas compensées, parce qu'on demande du coup de les verser aux associations, aux services publics, aux collectivités qui rémunèrent, mais il n'y a pas de compensation, ou en tout cas il y a des batailles pour les avoir. Et en plus, le Ségur, il y a eu des exclus, c'est-à-dire qu'il a fallu mener des batailles, et merci aux syndicats qui l'ont fait, parce que c'était en plus divisé pour me régner dans les métiers les plus fragiles et les plus précaires. Alors j'ai pas de réponse, mais moi je voulais noter ça. Moi, je l'ai vécu dans mon service. Moi, c'est la fonction publique hospitalière en tant qu'éduc, mais dans mon service, moi j'avais la prime parce que j'étais éduc. Mes collègues maîtresses de maison qui ont bossé comme moi pendant le Covid n'avaient pas droit à la prime Ségur, et pourtant sont la fonction publique. Voilà, ça a créé des divisions incroyables, et heureusement qu'on a fait bloc et qu'on a gagné à plein d'endroits, mais il y a encore des exclus du Ségur aujourd'hui. Hein. Je vais juste dire un petit mot. Dans la fonction publique territoriale, le salaire moyen, il est de 1 800 €. Le salaire moyen dans la fonction publique, 3 versants confondus, il est de 2 300 €. Donc quand on parle de nous, dans les médias, on parle de salaire moyen à 2 300 €. Donc du coup, en gros, si vous ne plaignez pas. Alors déjà, nous le savons, dans la fonction publique territoriale, 75% de la composition des effectifs de la fonction publique territoriale, c'est catégorie C. Donc forcément, les salaires sont plutôt vers le bas, que depuis plusieurs années maintenant, et la catégorie C et la catégorie B, premier échelon, sont au niveau du SMIC, que l'évolution de carrière ne nous permet pas, surtout en catégorie C, d'avoir une évolution salariale digne de ce nom. Enfin, il faut attendre 10 ans pour prendre à peu près 15 €. Qui aujourd'hui... Enfin, c'est hallucinant. La catégorie B en prend le même chemin, et la catégorie A, après un certain nombre d'années d'études, d'un concours pas super simple à passer, on n'est pas loin non plus.
du SMIC. Enfin, ça veut dire quoi, cette dévalorisation systématique? Alors après, oui, les primes. Ah, les primes. Mais les primes, elles vont payer notre retraite? Donc là, vous le savez, à la Fédération, on a une campagne qu'on développe depuis 2 ans, le point à 6 €. Et encore, le point à 6 €, il y a 2 ans, ça permettait d'être à la revendication du SMIC à 2000 €. Mais avec l'inflation, avec les prix qui augmentent, etc., même notre revendication du point à 6 €, si elle était aujourd'hui à 6,50 €, on rattraperait à peine la réalité. Mais voilà, vous le savez, on a vraiment besoin de convaincre les agents, nos collègues, qu'on peut y arriver s'il y a une très forte mobilisation, que nous sommes tout à fait légitimes, qu'on y a droit, parce que le SMIC à 2000 €, c'est pas la panacée non plus. Hein. Quand on regarde les dépenses qu'on a, les dépenses obligatoires qu'on a aujourd'hui, puis surtout quand on regarde, en regard de ça, les 13 000 familles qui ne payent pas d'impôts. Waouh! Les 211 milliards d'aides publiques sans aucune condition et qui permettent pour des entreprises de verser des dividendes. C'est quoi les dividendes? Enfin, c'est de l'argent de poche. Hein. Enfin, à un moment, voilà, il faut aussi rééquilibrer dans la population la richesse. On ne demande pas la lune, on demande à pouvoir vivre dignement de notre travail. Donc j'ai vraiment été très très émue par ton témoignage, ma camarade, et voilà, soyons-en convaincus, nous avons toute légitimité pour revendiquer des augmentations de salaire, le dégel du point d'indice, mais surtout un point d'indice à 6 €, et continuons. Alors c'est pas au niveau local que nous pouvons le faire, mais c'est au niveau local que les luttes petit à petit, elles s'agglutinent, et elles pourront faire un grand mouvement national qui nous permettra enfin de gagner sur cette revendication primaire et je vais pas y arriver, et très importante, voilà, primordiale, voilà. Moi, je voulais juste intervenir sur votre témoignage, hein, qui est pour moi est symptomatique de ce qu'on vit aujourd'hui. C'est-à-dire que la perte d'attractivité de la fonction publique. C'est-à-dire aussi bien évidemment, vous qui êtes au cœur encore du système, et qui vous êtes, mais aussi pour les futurs, parce que le service public, il va bien falloir qu'il perdure, il faut renouveler, bien sûr, les agents. Et aujourd'hui, c'est cette perte d'attractivité qui pose véritablement problème. Parce que, vous l'avez très bien dit, vous avez donné l'exemple des EHPAD. C'est des métiers qui sont aujourd'hui difficiles, qui sont... Alors, si je prends l'exemple du CCAS de la ville de Clermont, où aussi on a, on va dire, 6 EHPAD publics, c'est-à-dire que par rapport à une ville de cette strate-là, on a, on va dire, beaucoup d'EHPAD par rapport à d'autres collectivités. On a un des plus gros CCAS de France. Et aujourd'hui, si on prend les EHPAD, hein, bien sûr, on sait très bien que les EHPAD, il y a de la concurrence avec le privé. Bien évidemment. Aujourd'hui, les agents qui sont dans nos EHPAD se retrouvent confrontés aussi aujourd'hui, parce que, enfin, comme l'a dit aussi Marianne, c'est que les EHPAD privés, ils sont là pour faire de l'argent avant tout. Donc ils prennent les personnes les moins dépendantes possibles, où il y a le moins de soins possibles à leur apporter, pour leur apporter plus d'argent. Et au final, c'est nous, dans nos EHPAD publics, où on a les pathologies les plus lourdes. Donc les agents, c'est vous, c'est les agents des EHPAD publics qui sont le plus confrontés aux difficultés et à l'usure et à la pénibilité du travail. Je ne dis pas que dans les EHPAD privés, c'est le paradis, mais véritablement, nous avons les cas les plus lourds à gérer dans nos EHPAD publics. Et aujourd'hui, je sais que c'est compliqué, parce que, bien sûr, la rémunération n'est pas à la hauteur, loin de là, donc bien sûr qu'il va falloir faire des progressions et des aménagements et des augmentations de rémunération sur ces métiers-là, et pas les seuls, parce que sinon, comme je vous l'ai dit, on n'arrivera même plus à recruter aussi. C'est-à-dire que si on n'a plus, comme on l'a très bien dit, c'est vous qui faites vivre le service public au quotidien. Donc si on n'a plus des hommes et des femmes qui ont la vocation, parce qu'aujourd'hui, il faut avoir la vocation, et il faut avoir l'envie, hein, je pense, le matin de se lever. Je suis fonctionnaire aussi, hein, donc je vis peut-être les choses différemment que vous, mais en tous les cas, il faut avoir l'envie le matin de se lever, par rapport à toutes les contraintes et les problématiques. Et moi, aujourd'hui, on est en période électorale, quand je vois nos opposants de droite, essentiellement, qui, par exemple, nous disent « il faut arrêter, il faut limiter le train de vie de la collectivité ».
c'est un grand mot aujourd'hui. Il faut limiter le train de vie de la collectivité, parce que aujourd'hui, le train de vie de la collectivité de la ville de Clermont-Ferrand, le train de vie, c'est quoi? C'est le service public. C'est vous qui le faites vivre, et aujourd'hui, nos dépenses sont consacrées, on va dire, dans une seule direction, c'est faire vivre et soutenir notre service public territorial. Ouais, juste pour rebondir un petit peu sur ce qui s'est dit. D'abord, tu parlais avec un petit peu de trémolo dans la voix, mais si justement on a décidé d'essayer de faire ces états généraux des services publics territoriaux, d'essayer de communiquer le plus largement possible et d'ouvrir un maximum de débats dans un maximum de villes, c'est exactement pour avoir ce genre de témoignage. Parce que c'est ce genre de témoignage qui doit faire coup de poing dans la tête et dans le ventre justement des politiques qui aujourd'hui sont censés décider de dans quelle société on vit. Donc justement, je te remercie vraiment pour ce témoignage, ma camarade. Effectivement, on a parlé de désengagement de l'État. Voilà, il y a un désengagement de l'État par la baisse des dotations globales de fonctionnement, etc., qui fait qu'à un moment donné, on a des vraies difficultés à assumer nos missions de service public. Sur la question, effectivement, des agents territoriaux qui sont en EHPAD particulièrement, déjà, il faut savoir que c'est un des métiers où il y a le plus de turnover. Voilà. Un métier où il y a le plus d'absentéisme également, parce qu'il y a une vraie perte de sens au travail. Parce que les copines et les copains qui sont à l'intérieur du truc, justement, pourquoi il y a du trémolo dans la voix, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à mener à bien. Et sauf que pas mener à bien ce genre de mission, eh bien, c'est pas être bienveillant avec la personne, l'usager qui est en face, c'est-à-dire nos seniors. Et on parle de maltraitance institutionnelle, justement. Et c'est parce que nous, on a justement en tête cette volonté de mener à bien ces missions de service public qu'on n'accepte pas cette maltraitance institutionnelle. Mais ça arrange effectivement les pouvoirs politiques de dire, eh ben, comme on ne peut pas le mener à bien, eh bien, autant le confier au privé. Oui, sauf que confier au privé, quand on parle de délégation de service public, je ne vais pas rappeler ici le scandale Orpea sur les EHPAD. Et voilà où c'est ce que ça mène lorsqu'on confie au privé justement l'intérêt général. C'est encore plus de maltraitance, tout ça pour faire des économies qui vont dans la poche des actionnaires. Parce qu'effectivement, c'est 211 milliards d'euros qui ont été offerts sans contrepartie aucune, je tiens à le rappeler, aux entreprises en France sur la dernière année. Mais quand même un chiffre aussi. Parce qu'ils nous font aujourd'hui le chantage du « non mais c'est l'austérité, on n'a pas de pognon, etc. etc. » Les 500 personnes les plus riches détiennent plus de 50% du PIB à l'heure actuelle. Et aujourd'hui, ils sont en train de dire justement aux plus précaires, aux plus pauvres, que c'est à nous de serrer la ceinture. C'est ça qui aujourd'hui est intolérable comme discours. C'est pas facile de rebondir après ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, il y en a d'autres. Bonjour. Nous sommes une équipe d'aides-soignantes. On voudrait poser une question à Monsieur Cusin. Que pensez-vous des collectivités qui favorisent le secteur privé au détriment du service public dans le soin et le devenir du statut des agents? Merci. Bonjour, je ne vous ai pas identifié dans la salle, mais je pense que vous faites... mais c'est pas très grave, je pense que vous faites référence à la situation du SIAD de l'Artière. Oui, alors je vais essayer de replanter... Ouais, d'accord. Je vais replanter le décor très rapidement. Le SIAD de l'Artière aujourd'hui est un service de soins intercommunal qui regroupe les communes de Serrat, Saint-Genès-Champanel et Beaumont. La loi a modifie à terme la structuration de ces services pour les amener à un rattachement auprès d'un SAD. Alors je m'excuse pour les termes un petit peu techniques, mais il y a d'un côté le soin à la personne et il y a de l'autre côté des éléments que je qualifierais d'un peu plus de confort pour notamment l'intervention au domicile des personnes. Sur les trois communes, moi je suis élu de la ville de Beaumont, sur les trois communes, il y a des situations très hétérogènes. Aujourd'hui, la ville de Beaumont, par son CCAS, a un service d'aide à domicile, qui est d'ailleurs un des plus importants du département et qui, ce qui est une exception, est équilibré financièrement et preste environ 40 000 heures de prestations par an. Sur les deux autres communes, Saint-Genès-Champanel et Serrat, ce service-là est assuré par l'ADMR qui intervient.
Voilà. Et il y a une structure commune avec, je crois que vous êtes 8 ETP de SIAD, donc de soins à la personne. C'est pas vraiment du soin infirmier puisque ce sont des aides-soignantes que vous êtes. Il y a voilà. Donc dans le cadre de l'évolution de la législation qui nous est imposée, puisque c'est bien ça, il y a eu un certain nombre de discussions qui ont été engagées dès 2024 d'ailleurs, et tout au long de l'année 2025, il y avait un souhait des personnels de rejoindre une structure privée qui s'appelle la GESA, puisqu'il y a un courrier qui avait été signé conjointement par l'ensemble des personnes, et il y a une autre structure qui est celle de la Mutualité française, donc le groupe Daphné, qui s'est également présenté comme étant une alternative. Nous sommes plutôt pour les 3 maires des communes, même si le SIAD a sa propre gouvernance, puisqu'il y a des représentants des différentes communes. Les 3 maires ont été plutôt favorables pour la proposition d'Aesio, pour une raison très simple, c'est qu'elle offre, ce qui n'était pas le cas d'AGESA, pour lequel le personnel s'était positionné favorablement, c'est qu'elle offre une période transitoire de 3 ans, qui permet d'évaluer les possibilités de rapprochement de ces structures-là, sachant qu'il faut tenir compte de la situation actuelle, c'est-à-dire un SAD qui est lui complètement public, puisque sur la ville de Beaumont, ce sont des agents des collectivités territoriales qui opèrent ce service auprès des Beaumontoises et des Beaumontois, que nous en avons d'ailleurs titularisé un certain nombre, ce qui n'était pas le cas précédemment, et que sur les 2 autres communes, il faut intégrer un service qui aujourd'hui est un service qui est déjà privé, puisqu'il est porté par la DMR. Voilà, donc la lettre, l'orientation qui a été prise et qui a été validée par le conseil syndical du SIAD a été en faveur d'Aesio. Les discussions sont en cours. Il y a un délai de 3 ans qui est porté et qui amènera à une situation soit de confirmation de l'engagement, soit de revenir, et ça a été validé avec l'ARS, dans le cadre d'un rapprochement peut-être sur une autre structure qui serait à créer, puisque aujourd'hui, pour ce que j'en ai compris, mais je ne suis pas leur porte-parole, mais mes collègues de Serra et de Saint-Genès-Champanel n'envisagent pas de créer un service d'aide à domicile, puisque ça sera l'élément pivot dans la structure de ce que la loi impose. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, je ne sais pas si c'est suffisant, c'est peut-être un petit peu technique, j'en suis désolé, mais si vous souhaitez qu'on prolonge ce débat par ailleurs, moi je suis tout à fait disponible, et je regrette d'ailleurs de ne pas avoir été, avec mes 2 autres collègues maires, invité à venir vous rencontrer pour en parler. Pardon ? Non, moi j'ai jamais ça, je m'excuse madame, mais je n'ai jamais... Je m'excuse madame, je n'ai jamais reçu d'invitation, et je peux vous dire qu'avec mes 2 collègues maires, puisque nous sommes en plus on va dire de sensibilités politiques qui sont différentes tous les 3. Et nous avons, permettez-moi de terminer, je vous écouterai après avec plaisir, nous avons rencontré l'ARS récemment, nous avions proposé à la présidente de la structure de venir se joindre à cette rencontre, ce qu'elle n'a pas souhaité ou voulu faire, je ne sais pas, puisqu'elle n'a pas répondu à l'invitation. Voilà. Et pour autant, moi je peux vous dire que je suis prêt à venir en parler avec vous, puisque dans la situation, mais avec mes 2 autres collègues, puisque je ne suis pas décideur seul, et vous avez bien compris que la situation de Beaumont est un petit peu particulière, puisque c'est celle qui est la plus stabilisée aujourd'hui, c'est celle qui est la plus stabilisée dans le canevas que je viens de décrire. Je vais prendre la salle à témoins, puisque vous nous proposez de nous rencontrer à la fin du débat. Je propose de prendre rendez-vous avec vous et les 2 autres maires, parce que les agents attendent des réponses, notamment au courrier qu'on vous a écrit, au nombre de lieux, et que nous n'avons obtenu aucune réponse de votre part. Mais on se rencontrera, madame, avec plaisir. Je peux juste témoigner que j'ai vu parce que j'étais en train de faire cette enquête, et que j'ai vu les lettres qu'ils nous ont envoyées. Alors est-ce que vous les avez reçues, j'en sais rien, mais effectivement il y a eu 2 courriers qui nous ont été envoyés. Les lettres que j'ai reçues, c'est des lettres demandant que nous rendions compte de ce que nous nous sommes dit entre maires. Si. Et celle-là, je l'ai sur mon bureau, mais on se rencontrera
avec beaucoup de plaisir, madame. Il y a des conseils syndicaux, je suis prêt à venir. Je crois qu'il y en a un qui est prévu pour le 10 mars prochain. Si vous le souhaitez, je serai présent. Si vous voulez rajouter sur table donc un sujet d'échange, pour ce qui me concerne, et j'espère que mes 2 autres collègues des 2 autres communes viendront également, je serai présent pour en parler avec vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui. On va peut-être partir sur 2 questions avant de faire un autre thème. Ok. Il reste au moins 2 questions. Bonjour. C'est bon. Excusez-moi, moi c'est Valérie, je travaille dans une collectivité qui est tiers. Je pense qu'il y a déjà pas mal de choses qui ont été dites, mais effectivement vous pouvez remarquer, messieurs, mesdames, qu'en fait les agents sont donc en souffrance. Alors il y a les soignants, mais il y a aussi les autres. Il y a ceux qui sont dans tout le service public, dans une généralité, qui ramassent ce que les gens laissent sur la voie publique, etc. Enfin, je ne vais pas vous citer tous les métiers. Il y a aussi la souffrance aussi des gens qui sont aussi malheureusement dans les bureaux, parce que finalement, on a l'impression comme ça que c'est pas si épuisant, mais si. Moi, je suis à un accueil et je reçois les appels quotidiens des usagers qui ne sont pas contents, alors par les décisions locales, mais aussi des fois par les décisions nationales, et qui en fait s'en prennent à nous comme si en fait on était les premiers responsables. Donc je peux vous dire que quand on rentre chez nous, enfin moi en tout cas je vais parler de moi quand je rentre, et bien des fois le soir, voilà, je suis contente de rentrer. Donc tout ça pour exprimer qu'en fait, on est donc des pièces maîtresses, depuis tout à l'heure on écoute, vous effectivement vous dites que nous sommes des gens importants pour rendre un service au public. Et puis pour le faire, on a donc déjà aussi des manques de moyens, parce qu'effectivement on parle de nous, mais on a aussi très souvent des manques de moyens. Moi je vois des collègues au service technique qui travaillent des voitures qui ne ressemblent même plus à une voiture, et des engins qui sont limite border, et que à la limite c'est pas grave, il faut quand même qu'ils aillent faire le travail. Donc quoi leur dire en fait? Ils n'ont pas le choix, parce que quand on leur dit d'y aller, il faut y aller. Et puis après, par contre, on voit aussi des agents en souffrance, parce que quand ils sont épuisés des fois, ils ne s'arrêtent pas, donc ils vont prendre des jours parce qu'ils ont besoin à un moment, parce qu'ils ne veulent pas perdre aussi les 10% qu'on nous a impactés, et où on a l'impression qu'en fait, il n'y a pas tant de gens qui se sont battus au plus haut des sphères pour qu'en fait ça n'arrive pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, il fallait mettre entre le privé et le public, ça allait pas. On nous met toujours en compétition, mais nous on s'en fout quoi. Nous ce qu'on veut, c'est rendre un service, puisque sinon, moi je suis agent depuis 98 et je suis restée dans la fonction publique parce que c'est quelque chose qui m'anime. Et en fait, on a l'impression qu'en fait on s'est vraiment foutu de nous. Alors le point d'indice gelé, les 10%, enfin bon, à un moment, à quel moment ça va s'arrêter? À quel moment? Plus haut comme plus bas des fois, parce que on a l'impression des fois de ne pas être entendu. Je m'excuse, monsieur Denis Bernard, je le dis clairement, vous êtes dans mon secteur, donc je ne m'adresse pas spécialement à vous, je m'adresse à tout le monde, mais vous êtes quand même celui que je vois le plus, et je vous avoue, à quel moment, dans un ordre général, je ne sais pas, tous les élus vont un peu s'élever contre en fait des décisions qui sont prises et qui sont unilatérales. À un moment, à quel moment on va penser que, à force de nous épuiser, moi je vois des agents qui sont vraiment, qui vont partir à la retraite, qui savent, comme l'a dit tout à l'heure madame, avec des retraites de misère, à quel moment ça s'arrête? Voilà. Je suis un petit peu émue, donc j'arrive pas à dire tout ce que je voulais dire, mais en tout cas ce que je sais, c'est qu'il y a des agents épuisés et qui sont maltraités. Moi au téléphone, des agents en extérieur de la même façon qui sont agressés, et tout ça parce que, en fait, les usagers ne comprennent pas toujours qu'en fait, on n'est pas responsable finalement. Je veux bien vous répondre. Commencer par exprimer de l'empathie pour tout ce que vous avez dit, parce que je ne vais pas faire une grande différence, en tout cas pour ce qui est de la tribune, entre les élus locaux et les élus nationaux.
Mais on pourrait finir par arriver à dire que on va avoir une crise de vocation chez les fonctionnaires territoriaux, et elle a déjà commencé, ou au moins ça commence, on est sur une crise du doute, à minima. Mais chez les élus locaux, on va arriver au même sujet, hein, parce que ça finit à coups de pelle, on défonce les portails des maires. Bon, enfin, vous voyez qu'on est dans un système où, encore une fois, on détourne l'attention des véritables problèmes. Les 13 000 qui ne payent pas d'impôts, ceux-là, on ne va pas leur défoncer leur portail. Et c'est pas eux qui se font engueuler au téléphone, comme vous pouvez le subir. Donc c'est un vrai sujet de faire remonter au plus haut, exactement. Et que l'expression du suffrage de celles et ceux qui vont voter aux élections nationales ne se trompe pas aussi de colère. C'est la formule, fâché mais pas facho, quoi. Hein, et celle-là, je pense qu'il faudrait l'écrire sur les slogans et sur les affiches, fâché mais pas facho. Après, on exprime sa fâcherie dans l'arc de l'éventail, mais pas facho. Voilà. Aujourd'hui, on est dans des difficultés où, effectivement, pour payer le fonctionnement, avec des dotations qui sont réduites chaque année, on réduit l'investissement. Donc on dégrade les conditions de travail, que ce soit dans les services techniques ou dans les EHPAD, pour les deux domaines qui ont été cités, avec notamment l'intervention de Montserrat tout à l'heure. Et quand on a bien fini de raboter l'investissement, eh bien on finit par raboter le fonctionnement. Et comment on rabote le fonctionnement sans remplacer les départs en retraite. Voilà. Donc on en arrive à une espèce de pente descendante mortifère, il faut le dire, hein. Et tout ça, encore une fois, parce qu'on a fait croire que le bonheur, c'était de payer moins d'impôts. Voilà. Alors, moi, je ne sais pas comment Mozart faisait ses partitions, mais on a pris cet exemple pour parler d'un président de la République qu'on a associé à la finance. Moi, je ne sais pas comment on fait pour supprimer une taxe d'habitation qui rapporte 25 milliards d'euros de recettes aux collectivités territoriales, auxquelles on fait croire qu'on va la compenser, on la compense très mal, sans une étude d'impact. Aujourd'hui, on fait n'importe quel projet local, et il y a des élus ici, on est soumis par la réglementation et des études d'impact, et c'est plutôt bien dans un état de droit qu'il y ait des règles. L'État supprime un impôt à 25 milliards d'euros, pas d'études d'impact. Alors ça rappelle une autre époque où c'était pas Mozart, c'était Nicolas qui était à l'Élysée, et lui, il a supprimé la taxe professionnelle. Et figurez-vous qu'on a appris, c'est pas une légende, elle l'a dit elle-même, que la ministre de l'économie et des finances de l'époque, Madame Lagarde, l'a appris en regardant l'intervention du président de la République à la télévision. Elle n'était pas au courant. Voilà comment le niveau, l'échelon national aujourd'hui fait de la démagogie fiscale coupable et mortifère. Donc j'insiste là-dessus, dans nos discours aussi, on doit dire, j'aime bien cette affiche, fier d'être fonctionnaire, et puis à un moment, il faudrait qu'on dise aussi fier d'être contribuable. Parce que si on n'est pas contribuable, on va avoir une vie tous pourrie derrière. Et avec une contribution juste. Hein. Et de ce point de vue-là, le basculement de la fiscalité nationale, qui est la seule à être progressive et redistributive, vers une fiscalité locale qui l'est beaucoup moins, là un petit peu, quand même, beaucoup moins, eh ben, c'est des inégalités qui progressent. Merci à toi, oui merci à toi, on ne t'oublie pas, heureusement que tu es là. Merci à toi qui bouge, qui organise, qui met en place, qui à chaque fois te déplace. Celui et celle qui nous porte là, celui ou celle qui avec nous sympathise, quoi qu'on en dise. Merci à toi, oui merci à toi, on ne t'oublie pas, heureusement que tu es là. Merci à
à toi de rester unis, de rester solidaires, de rester combatifs malgré tout ce qu'on te dira. Merci à toi qui reste sur le terrain, qui croit en nous, qui défend les autres et pas que toi. Merci à toi, oui merci à toi. On ne t'oublie pas, heureusement que tu es là. Merci à toi et toi et toi et toi enfin, merci à toi.